Bonjour, il est 17h30 à Moscou, 16h30 à Paris et nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes à l'heure d'été, comme le signale si bien l'excellent directeur général Pavel Chinsky. Et je suis toujours accompagné de l'excellent Arnaud Dubien et le non moins excellent Igor Delanoë. Voilà, on a même des petits messages de bonjour Arnaud. Et pas les autres, hein, visiblement, donc tu es privilégié, Arnaud. Une première nouvelle, c'est donc pour vous confirmer, pour les moscovites, les Français de Moscou, on va vous retrouver à partir de 19h, donc sur la Marousseïka, hein, vous savez, pas très très loin de la chambre, et j'espère que vous pouvez venir. On vous attend nombreux, en compagnie de l'ambassadeur de France, du ministre conseiller, du consul général de France et du chef de services économiques régionaux. Mais ayant dit tout cela, Arnaud, je crois qu'il y a des petites nouvelles économiques aujourd'hui, donc si tu veux nous en faire part, nous en serons ravis. Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, quelques nouvelles économiques et de politique intérieure aussi. La principale de mon point de vue, c'est la déclaration, la précision apportée par Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, à propos du passage des paiements pour le gaz russe au rouble. Le porte-parole du Kremlin a tenu à dire que c'était un processus long, progressif. En d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à ce que Gazprom coupe les livraisons de gaz le 31 mars, c'est-à-dire demain, ou le 1er avril. On réagit à ce scénario dans nos interventions d'hier et d'avant-hier. Cela semble se confirmer. Donc, le plus probable est que le Kremlin, si j'ose dire, refile la patate chaude à Gazprom pour conduire des discussions des partenaires, discussions qui, au demeurant, ont assez peu de chances d'aboutir. Sur le même sujet, c'est-à-dire sur le paiement d'exportation russe en roubles, une autre personnalité russe de premier plan s'est exprimée ce matin, M. Volodine, président de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement. Il a exprimé le souhait que d'autres matières premières que le gaz, c'est-à-dire par exemple des exportations agricoles, soient libellées en roubles. Cette idée a de plus fortes chances de se matérialiser dans la mesure où elle n'est pas en réalité un moyen de contourner les sanctions occidentales adoptées récemment. En tout cas, on voit émerger cette idée d'un rouble qui serait une forme non pas de monnaie de réserve, mais de monnaie de règlement pour les exportations du pays. Et cela rejoint l'idée émise toujours ce matin par Dmitri Medvedev, l'ancien président, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité, qui s'exprime à nouveau et qui estime que l'ère du dollar est terminée, que l'ère des monnaies de réserve aussi, et que émerge l'ère de monnaie régionale. Et je pense que le rouble ambitionne de devenir en quelque sorte une monnaie régionale. À la lisière de l'économie et de la politique, une demande, une revendication formulée par Dirlava Rassi, qui est une des 3 organisations patronales de Russie, qui réunit principalement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise de petite et moyenne taille. Exactement. Donc, Arnaud, si tu nous entends, il faut que tu te déconnectes et te reconnectes, puisque tu es... Ah, voilà Arnaud à nouveau. Arnaud, oui. Tu peux parler. Voilà. Je parle. Oui, je disais donc que je ne sais pas où j'ai été coupé par la force des choses, mais que l'une des organisations patronales de Russie a émis le souhait que soit votée, soit mise en œuvre une amnistie pour tous les entrepreneurs du pays condamnés au titre d'articles dits économiques du Code pénal, donc pour des infractions économiques. Enfin, une dernière nouvelle politique, qui est un signal assez attendu, mais qui a son importance symbolique. Monsieur Venediktov, qui est l'ancien rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou, qui a cessé d'émettre en mars, n'a pas été inclus cette fois-ci dans le quota du maire de la capitale pour la chambre civique, qui est un organe consultatif. Donc, cela confirme la mise à l'écart, y compris symbolique, de M. Venediktov. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Eh bien, merci, c'est intéressant sur le rouble, entre autres. Donc, il n'y aura pas de coupure de gaz, c'est déjà une bonne chose. Mais sur un plan diplomatique, Igor, que s'est-il passé? Alors, il y a eu les prolongations par rapport aux pourparlers hier d'Istanbul qui ont été évoqués ici. Vladimir Medinsky, donc, qui est le chef de la délégation russe pour les négociations avec l'Ukraine, a souligné tout à l'heure que l'Ukraine, de fait, a souscrit à un certain nombre d'exigences formulées par la Russie en matière de sécurité, à savoir tout d'abord la neutralité, et donc l'abandon de l'agenda d'adhésion à l'OTAN, d'une part, et le refus d'accueillir des bases militaires et des troupes étrangères sur son sol, d'autre part, ce qui était une des exigences essentielles formulées par la Russie. Cela dit, du côté du Kremlin, on a tenu à rappeler qu'à ce jour, il n'y a rien de prometteur dans les discussions qui se sont tenues hier à Istanbul et qu'on ne constate aucune percée dans les discussions avec l'Ukraine. Dmitri Peskov a notamment insisté sur le fait que la Crimée n'est pas et ne peut être un objet de discussion avec l'Ukraine et avec qui que ce soit d'ailleurs. Et il renvoie à cela, à la formulation proposée par Kiev d'instituer un canal de discussion pendant une quinzaine d'années avec la Russie pour statuer sur la péninsule. Donc c'est une des provisions qui ont été évoquées hier à Istanbul entre Russes et Ukrainiens. De son côté, le conseiller du président ukrainien, Mikhail Podolyak, a rappelé que l'Ukraine, il a insisté sur le fait que l'Ukraine soumettra l'accord de paix qui sera conclu avec la Russie, on ne sait pas quand, à un référendum après que les troupes russes se soient retirées sur les positions qu'elles occupaient au 23 février, ce qui finalement met en lumière les réserves que l'on émettait par rapport à l'aspect praticable de cette solution, en tout cas cette option du référendum que les Ukrainiens mettent en avant depuis la fin de semaine dernière et qui suscite un certain scepticisme. Les différentes provisions, je ne vais pas les rappeler, on les a évoquées hier, rien n'a vraiment évolué de ce côté-là. En ce qui concerne les contacts autour de ce dossier ukrainien, le président du Conseil italien, Mario Draghi, doit s'entretenir avec le président russe aujourd'hui par téléphone. Il sera très certainement question du paiement en roubles des livraisons de gaz russe, mais pas seulement. Le chancelier Scholz et le président Zelensky se sont entretenus aujourd'hui. Ils ont évoqué la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, auxquelles l'Allemagne a officiellement affirmé qu'elle était prête à participer. Et donc l'Allemagne faisait probablement partie des pays qui étaient évoqués hier par les Ukrainiens, qui avaient dès avant, déjà donné leur accord de principe pour jouer le jeu de ces garanties de sécurité qui, je le rappelle, dans les propositions formulées par les Ukrainiens, portent sur les pays du P5, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, et là, plus le Canada, l'Allemagne, Israël, la Turquie et la Pologne. Enfin, les présidents Macron et Poutine se sont entretenus hier par téléphone. Il a été question notamment de deux sujets, le paiement des livraisons de gaz en roubles. L'Élysée a tenu à rappeler que cela a été impossible. Et côté russe, le Kremlin a tenu à attirer l'attention du président français sur la présence des bataillons nationalistes piégés à Mariupol. Et les Russes ont tenu à rappeler que ces bataillons devaient le plus vite possible déposer les armes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, Président. Donc on est dans la continuité des discussions d'hier autour desquelles il y a eu beaucoup de commentaires, mais je dirais un optimisme très, très froid par rapport à ce qu'on évoquait hier au sortir des discussions d'Istanbul. Igor, pourquoi Zelensky demandait, je crois, pour les pays garantissant leur sécurité, c'est cela? Ils ont parlé de la Pologne, de l'Allemagne, mais pas la France. Pourquoi pas la France? Non, mais la France est dans le P5, donc elle fait partie des garants de sécurité qui sont envisagés par les Ukrainiens. Ouais, donc c'est effectivement les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec les pays que j'ai rajoutés. En fait, c'est en plus. Y compris donc la Russie. Mais alors, avec une demande d'effectuer un référendum à partir du moment où les Russes reviennent à leur frontière d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, ils demandent l'intégralité, que toutes les troupes russes sortent de Russie.
d'Ukraine, pardon, c'est impossible. En fait, il mentionne les positions du 23 février. Donc, ça veut dire que, évidemment, la Crimée est sortie de ce raisonnement-là. Et donc, cela concerne finalement tout le dispositif militaire que les Russes ont patiemment bâti tout au long de l'année 2021, jusqu'au 24 février, en fait. Et donc, c'est la condition, en fait, que les Ukrainiens posent en préalable à la tenue du référendum, mais ça on le sait au moins depuis l'interview qu'a donné Zelensky le week-end dernier, mais on présupposait avant, dès lors que l'idée de référendum était introduite, aucun référendum ne peut être tenu en la présence de troupes russes sur le sol ukrainien. En tout cas, on voit mal les Ukrainiens imaginer et se lancer dans la tenue d'un référendum dans ces conditions-là. Donc ça renvoie finalement à toute la réflexion qu'on a ici depuis quelques jours sur le fait que ce n'est pas tenable en l'état et qu'il y a très peu de chances en réalité que les Russes accèdent à cette demande de référendum, ou en tout cas signent un document qui indiquerait dans les mécanismes la tenue d'un référendum pour valider les provisions d'un accord de paix qui aujourd'hui n'existe pas, avec toutes les inconnues que l'on a rappelées ces derniers jours sur le libellé, les inconnues sur le résultat du scrutin et tout ce qui pourrait venir ensuite en fonction finalement de ces résultats. Sachant que ce référendum, pour Zelensky, il a au moins un intérêt, c'est qu'il permet de se couvrir par rapport aux provisions qu'il y aura dans cet accord et qui pourraient ne pas forcément satisfaire toutes les courants dans son establishment, y compris les courants probablement les plus durs, d'une part, et d'autre part, évidemment, comment dirais-je, concerner un peu plus tous les garants qui apporteraient de la sécurité à l'Ukraine. Donc on a cité plusieurs pays, en les contraignant avec un résultat, j'allais dire, à valeur légale, enfin à valeur juridique. Donc il y a, à mon avis, ces deux intérêts-là pour lui, mais avec un certain nombre d'inconnues qui sont quand même très pesantes dans cette calcul-là. Et une fois encore, je suis à peu près, je veux dire, il y a peu de chances que les Russes acceptent le principe même de tenue d'un référendum comme mécanisme dans un quelconque accord de sécurité qui, une fois encore, n'existe pas aujourd'hui. On a une question là-dessus aussi, c'est la Russie peut-elle être d'accord pour avoir la Pologne dans les pays garants de la sécurité ukrainienne et les Ukrainiens d'avoir la Russie, puisqu'ils font membre du P5? Oui, alors sur la Russie, bon, étant donné que les Russes étaient évidemment partie prenante de l'accord du fameux mémorandum de Budapest de 1994, qui a été rappelé depuis 2014 à maintes reprises dans les différents raisonnements qui ont été tenus autour de l'annexion de la Crimée. D'avoir la Russie dans le P5, donc à mon avis, quelque part, ça paraît logique compte tenu du contexte, que la Russie signe un papier sur un accord de paix avec un certain nombre de provisions. Bon, il y a des garanties de sécurité, on peut tout à fait imaginer qu'elles soient dedans. Que la Pologne soit dedans, on connaît les positions de Varsovie, qui sont extrêmement dures sur ce dossier-là. Pour les Ukrainiens, on comprend l'intérêt. Pour les Russes, on comprend peut-être un peu moins dans l'absolu, mais il y aurait d'autres pays probablement. D'ailleurs, l'Allemagne, pour l'instant, a clairement dit qu'elle était prête à jouer le jeu de ces garanties de sécurité. Pour la Pologne, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont prêts à mettre en œuvre, ils l'ont dit à plusieurs reprises, une mission de maintien de la paix en Ukraine, que ce soit dans le cadre de l'OTAN ou dans un autre cadre. Ils sont très ouverts là-dessus. Donc on comprend que dans les faits, ils sont prêts à jouer de fait ce rôle de garant de sécurité. Cela dit, ils ne seront pas seuls. On a dit il y a le P5, probablement déjà l'Allemagne, on parle d'Israël, de la Turquie. Donc en fait, leur rôle serait, je ne dirais pas noyé, mais équilibré par la présence de d'autres pays avec des positions quand même très variées, en tout cas pas aussi fortes et pas aussi affirmées que celle de Varsovie sur ce dossier-là. On nous demande, c'est de la faute d'Igor, la réponse à la question suivante. Comment expliquer une première communication de Russie positive suite à la rencontre d'hier et aujourd'hui une communication négative concernant les avancées des négociations? Je dirais qu'en fait, il y a eu plusieurs. À la sortie, pour parler d'Istanbul, il y a quand même eu 2 déclarations. Il y a eu celle, même 3. Il y a eu celle de Medinsky, donc on a évoqué hier, qui était quand même positive. Il parle de discussion constructive, et donc dans le langage diplomatique, c'est quand même quelque chose qui est évidemment positif.
Il y a eu celle du vice-ministre de la Défense Fomine qui a tout de suite indiqué qu'il allait avoir concrètement sur le terrain des conséquences en termes de désescalade, ça a été évoqué hier. Et il y a eu quand même aussi celle de Léonid Slutsky, qui n'est pas connu pour être quelqu'un, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même des positions très tranchées, très conservatrices, et qui a expliqué que vu les teneurs des discussions à Istanbul, on pouvait imaginer qu'on s'acheminait vers une fin, en tout cas un ralentissement de l'opération spéciale. C'est pas rien, surtout venant de la part de Slutsky. Mais évidemment, après, ces gens-là sont rentrés à Moscou, ont rendu compte à leurs autorités, et là, on a vu Medinsky rappeler aujourd'hui, comme je l'indiquais, qu'il y avait des éléments indiscutablement positif du point de vue de la Russie, notamment sur l'aspect de neutralité, qui est considéré comme étant vraiment le principal point marqué par les Russes dans ces négociations, puisqu'il y a un document proposé par l'Ukraine où il est clairement indiqué noir sur blanc qu'on renonce à l'OTAN, qu'on renonce à abriter des bases étrangères, etc. Et finalement, pour les Russes, en creux, on voit que s'éloigne à ce stade, et avec des propositions qui sont encore à ce jour que des propositions, je rappelle qu'il n'y a aucun accord signé, s'éloigne le spectre d'avoir ce que les Russes appelaient le porte-avions otanien à quelques 400 km de Moscou, en l'état actuel des propositions formulées. Par contre, évidemment, côté Kremlin, on est beaucoup plus réservé. M. Peskov a dit qu'il n'y avait rien en termes de percée, qu'il n'y avait pas de perspective prometteuse et qu'il y avait encore un travail très long, ce sont ces termes, à fournir pour arriver à un accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que pour l'instant, il faut encore discuter. Voilà, il n'y a rien qui est joué et que probablement à ce stade, ces discussions auront au moins servi côté russe à, j'allais dire, une redistribution du schéma militaire sur le terrain, probablement vers des axes beaucoup plus méridionaux et probablement vers les axes sud et sud-est de l'Ukraine. Si je puis me permettre, Pourquoi de rebondir sur ce que vient de dire Igor. Oui, il y a eu des réactions hier. Arnaud, tu as un... Est-ce que vous m'entendez? On va... Problème de micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, on t'entend mal. Ah, on me dit... On va te laisser te reconnecter et pendant ça, je vais poser une autre question à Igor. Pourquoi et comment Abramovich intervient dans les pourparlers? Alors, sur le rôle d'Abramovich, évidemment, il y a eu pas mal de commentaires. Disons que sa participation a été confirmée de sources officielles sur l'aspect d'initiation des pourparlers, sur le premier tour de pourparlers, tout au début, il y a un mois. De part et d'autre, on a confirmé qu'il avait joué un rôle pour, j'allais dire, fluidifier les pourparlers. Et en tout cas, on avait relevé sa contribution à un stade assez précoce des discussions. On l'a vu ensuite à Istanbul hier, il y a des photos qui attestent de sa présence, qui n'était pas une présence donc masquée, contrairement au début, au premier pourparlers en Biélorussie, où on n'a absolument pas vu, il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas eu de communiqué, on ne savait pas quel était son rôle et même sa présence. Ça a été confirmé a posteriori. Hier, on l'a vu sur place à Istanbul. On a une photo qui le montre avec le président Erdogan dans probablement les instants qui précèdent l'amorce des discussions. Ce qu'on croit comprendre, c'est que les Ukrainiens auraient fait leur possible auprès de l'administration américaine pour qu'il ne soit pas frappé par les sanctions, alors qu'il a été sanctionné par la Grande-Bretagne et sanctionné par l'Union européenne. Maintenant, dire quel est concrètement son rôle au-delà de peut-être de missi dominici et d'homme de réseau, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut relever, c'est que il a également été manifestement, en tout cas à un certain moment, plus ou moins associé également aux efforts qu'aurait pu déployer l'Allemagne en termes de médiation, puisqu'il était plus ou moins... il a rencontré, on croit savoir qu'il a rencontré M. Schroeder lorsque M. Schroeder s'est rendu à Moscou de manière assez discrète, et qu'il est plus ou moins, comme je le disais, associé aux efforts de médiation de l'Allemagne. Maintenant, vous dire à travers quels canaux concrètement et pour quelles raisons et quels sont les intérêts de tous ces gens qui les rassemblent un peu dans cet effort-là, au-delà de faire cesser les hostilités, etc. Ça, je suis complètement incapable de vous le dire, mais voilà, il essaye de jouer le jeu des négociations. Il y a peut-être un intérêt personnel à ce que les sanctions qui sont tombées sur lui soient levées, ça on peut tout à fait le comprendre, mais savoir qu'est-ce qu'il est capable de délivrer, ça on ne sait pas, et au-delà de ses réseaux, qu'est-ce qu'il peut apporter, on ne sait pas trop non plus.
Arnaud, est-ce que tente de parler, Arnaud, mais en plus de France, on t'entendait très bien. Absolument. Je vais finir par croire que tu es le seul à ne pas m'entendre, ce qui me désolerait profondément. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Igor tout à l'heure et pour revenir à la question précédente sur finalement pourquoi ce qui apparaît comme un pas en arrière russe, il y a eu des réactions assez négatives aux propos de Medinsky en particulier hier sur les réseaux sociaux, mais également dans la sphère entre guillemets patriotique russe. Les propos de Medinsky ont été perçus par une frange, en tout cas de l'opinion russe, la plus dure, comme le prélude à un lâchage, ou en tout cas à une dilution des positions russes. Et donc, d'où, à mon avis, cette nouvelle prise de parole aujourd'hui pour clarifier les choses et pour signifier que, alors il y a eu deux prises de parole, hein. D'abord Peskov qui a, je dirais Peskov la douche froide, et Medinsky qui a été obligé, semble-t-il, de préciser son propos d'hier pour corriger cette impression d'une inflexion qui accréditerait la thèse assez répandue ces derniers jours dans la presse occidentale sur laquelle l'opération russe est un échec et finalement ce sera aussi un échec politique. Je crois qu'il est important de rappeler ici, en tout cas de mon point de vue, l'échec n'est pas une option, l'échec politique n'est pas une option pour la direction russe au vu des enjeux. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il y a des marges de manœuvre qui ne sont pas forcément énormes côté russe. Merci Arnaud. Et pour revenir à Abramovich parle aussi beaucoup, non seulement à la direction de Kiev, mais aux leaders tatars de Crimée qui eux-mêmes sont proches à la fois évidemment de Kiev, mais aussi ont des canaux privilégiés avec la Turquie. Merci beaucoup Arnaud. Tes interventions sont toujours appréciables et appréciées. Que fait Lavrov en Chine? Je ne sais pas qui veut répondre. Pas du tourisme, ça c'est certain. Alors il est en Chine. Il y avait eu la semaine dernière, là encore, beaucoup d'articles dans la presse occidentale, parce que son avion aurait fait demi-tour, mi-chemin vers la Chine. Bon, on n'a pas... Là encore, il n'est pas facile de faire la part des choses entre information et désinformation. En tout cas, il est certain qu'aujourd'hui il était en Chine. Il devrait poursuivre par une tournée asiatique. On ne sait pas très bien quel pays il pourrait visiter, peut-être l'Inde. Je ne sais pas si Igor a des informations là-dessus. Il y a des discussions avec les Iraniens également. Bon, les sujets de discussion, ils sont assez clairs à mon avis. C'est discuter évidemment le nouveau contexte international, la coopération possible et souhaitable dans un contexte de pression accrue de la part des Occidentaux. On a appris qu'un mécanisme tripartite apparemment, en tout cas impliquant à la fois l'Inde et la Chine, serait mis en place pour contourner les sanctions occidentales et les restrictions liées au dollar. Donc voilà, c'est très clairement la consolidation, si ce n'est d'un axe, en tout cas de coopération non occidentale. Justement, on nous dit qu'il y a l'association des importeurs de céréales serait d'accord pour acheter le blé russe en rouble. Donc une association internationale, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas très surprenant parce qu'en l'occurrence, cela, comme je le disais dans mon propos introductif, cela ne sous-entend pas un contournement de sanctions. Ou en tout cas, ça ne va pas à l'encontre d'instructions politiques données, par exemple, par le G7. Le G7 s'est exprimé contre le paiement des livraisons de gaz, mais pas sur le reste. Oui, il y a la Syrie qui a dit qu'elle était prête à payer les céréales en roubles sans aucun problème. Une dernière question politique, après on passera à des questions d'ordre plus pratique. Que signifie être garant? Je pense les pays qui sont garants... c'est vrai que ça peut paraître un peu ambivalent comme appellation. En tout cas, ça ne veut pas dire que ces pays déploieront des bases ou des troupes sur le territoire ukrainien. Ça, c'est un premier élément, puisque ça a été rappelé dans cette neutralité. Il est clairement sous-entendu qu'il n'y aura pas de base étrangère et pas de base de l'OTAN et pas de déploiement de troupes étrangères de manière permanente sur le sol ukrainien, et que s'il y a des exercices militaires qui impliquent la présence de troupes étrangères, il faudra
l'approbation de tous les garants de sécurité, y compris de la Russie, pour que ces exercices aient lieu. Donc, on voit qu'il y a déjà un rôle, j'allais dire, collégial, d'entretenir, de maintenir une forme d'équilibre autour de la notion de non-alignement de l'Ukraine, afin de, comment dirais-je, de préserver une certaine stabilité sur cette partie-là de l'Europe et a fortiori sur la région. Donc, c'est surtout un rôle, voilà, j'allais dire, de maintien de la sécurité et de prendre part à des mécanismes qui visent à favoriser une forme de stabilité dans cette partie-là du continent. On nous demande s'il y a des compagnies privées européennes prêtes à acheter du gaz en rouble. J'en ai pas entendu, mais... Non, mais j'ai cru qu'il y avait... Alors, je peux me tromper, je crois que le Vatican avait acheté pour l'équivalent de 10 millions d'euros de gaz en rouble, donc avait été premier, j'allais dire, à procéder à un achat en rouble de gaz russe. J'ai vu ça de 2 sources différentes, donc j'ai l'impression que c'est une information plutôt fiable. Mais sorti de ce cadre très précis, pour une somme qui est, ma foi, tout à fait modeste, je n'ai pas d'exemple précis de compagnie. Là, on parle d'un État. Et pour compléter, la Grèce, le gouvernement grec, c'est la convocation d'une réunion d'urgence aujourd'hui pour discuter du sujet. Alors même, on a pu penser qu'il était clos. D'une part parce que Peskov a dit qu'il ne se passerait rien demain, et surtout parce que l'Union européenne s'est exprimée sur le sujet. Bon. Des questions plutôt d'ordre... Alors, oui, on nous dit que c'est faux pour le Vatican, mais je n'en sais rien. Voilà. On consultera un cardinal de nos amis, cardinal Pégori. Le nonce apostolique à Moscou, pourra nous éclairer, je pense. Acteur le nonce apostolique, tu as raison. Alors, des questions plutôt d'ordre pratique. On a une série de questions sur les visas, bien évidemment. Suite à l'annonce de Lavrov, qui disait qu'ils allaient appliquer de façon miroir les restrictions de visa des différents pays, notamment inamicaux et notamment de l'Union européenne. Alors, on n'a pas de nouvelles à vous donner. Pavel va toujours voir quand vendredi. Après-demain. Après-demain, donc vendredi. Un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères avec le premier département européen qui s'occupe de cela. Et bien évidemment, on va défendre les intérêts français qui, si on fait un effet miroir, ne sont pas tellement à risque puisque la France délivre beaucoup de visas, au contraire de certains pays qui ne le font plus. Non seulement elle délivre beaucoup de visas, mais à partir du 1er avril, les contraintes liées au Covid sont levées. Donc, le service consulaire français va fonctionner à plein régime vis-à-vis des ressortissants russes qui souhaitent obtenir des visas de tourisme de court séjour. Donc, sur les visas, voilà, on nous informe que les vols Air Serbia depuis Belgrade vers Moscou et Saint-Pétersbourg sont très fréquemment ciblés par les alertes à la bombe, heureusement fausses, mais amenant de très gros retards. Alors, le dernier exemple en date est celui d'hier soir. L'avion qui devait atterrir vers 17h est arrivé à minuit et demi suite à une alerte à la bombe. Il est retourné à Belgrade et dedans, il y avait des étrangers qui ont tous été stoppés à la frontière et un Français y a passé 8 heures, c'est-à-dire qu'il a atterri à minuit et demi, il est sorti de l'aéroport à 8h30 du matin avec les excuses de la douane parce que lorsque le chef est arrivé à 8h du matin, on lui a expliqué que c'était une erreur et qu'il pouvait rentrer sur le territoire. Mais il a passé quand même toute la nuit à l'aéroport. Donc, il y a vraiment des problèmes avec ce vol de Air Serbia, effectivement. Autre problème qu'on nous indique, et ça on le sait, certains Russes travaillant à Paris ont leur compte, ou en France en fait, ont leur compte bancaire français bloqué depuis quelques jours sans aucun préavis de la banque, que ce soit toutes les grandes banques françaises, et ce ne sont pas des oligarques. On a le cas d'une femme qui a été bloquée parce que, soi-disant russe, elle n'est pas russe, elle est biélorusse, mais ils ne font pas la différence.
Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Les comptes des Russes sont un peu automatiquement bloqués à Paris. On continue à avoir des étudiants qui n'arrivent absolument pas à ouvrir, russes qui n'arrivent pas à ouvrir de compte en banque. On continue à avoir beaucoup de problèmes. On essaye de parler aux banques de cela, mais c'est la compliance en France qui bloque. Et quand la compliance bloque, c'est pire que n'importe quelle administration. La compliance fait peur à tout le monde et domine le monde aujourd'hui. Donc, c'est bien triste, mais on continue à faire pression. On nous demande si les banques russes proposent d'ouvrir des comptes en roubles rémunérés bloqués pendant 3 mois ou plus à un taux de 18%. J'ai même 20% à la Rosebank. Voilà, la Rosebank propose à 20% en ce moment. Donc oui, c'est faisable. Excusez-moi, je continue à rechercher les questions. Alors, une question technique. En fait, on nous demande si un expatrié français résident et travaillant en Russie peut recevoir 2 salaires, un en rouble en Russie et un en euros en France. Alors, théoriquement, c'est possible. Il ne faut pas oublier que vous êtes fiscalement taxé sur la base de vos revenus mondiaux, donc il faut déclarer les revenus français qui seront convertis au taux du rouble au jour où vous les avez reçus et sur lequel vous devez payer 13% d'impôts. Et par ailleurs, ce sont des charges salariales, donc il faut payer aussi les charges salariales. Mais avant de mettre ça en place, je vous conseille de faire ça avec un fiscaliste. Alors, on nous parle de la dette de l'État. Il paraîtrait que la Russie ait réglé une échéance de 2 milliards de dollars qui a été refinancée. Est-ce que vous avez eu une information là-dessus? Non. Donc, on ne peut pas vous le garantir. L'un de nos membres doit, pour des affaires personnelles, pour la première fois se rendre prochainement à Moscou. Et il n'a pas choisi la meilleure période, mais bon, comment pourrait-il retirer des roubles et avec quelle devise? Pour retirer des roubles, c'est assez difficile s'il n'a pas de compte en banque en Russie, parce qu'il ne pourra pas les retirer avec sa carte de crédit. Donc, le mieux, c'est de trouver des amis qui pourront lui passer de l'argent, des roubles, et vous le rembourserez en France. C'est la seule manière que je vois pour l'instant pour un Français qui arrive sans compte en banque. Ou vous venez en cash en euros, oui, et on peut le changer à la banque. Le président prête à 47%. Ceux qui n'ont pas entendu n'écoutent pas. Mais dans les banques, quel est le taux? C'est des taux extrêmement peu intéressants dans les banques. Parce que c'est faisable, mais c'est des taux extrêmement peu intéressants. Ce sont des taux usuraires, comme le dit mon ami Pascal Yaffi, qui nous écoute et que je salue. Alors, excusez-moi, je redescends. Toujours pas d'infos sur la vente transfert d'immobilier par des VNJ. Les Russes sont interrogés par les douanes. Alors, si, un VNJ peut vendre son appartement, hein. Mais l'argent est en roubles et vous ne pouvez pas le transférer en France. Mais un VNJ peut vendre son appartement. Oui, moi, je ne peux pas vendre mon appartement, je ne suis pas VNJ. Les Russes sont-ils interrogés par les douanes? Je ne crois pas, je n'ai pas entendu. Ah non, les Russes ne sont pas interrogés par les douanes, mais ceux qui sont longuement interrogés sont les Ukrainiens. Parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent aussi, et les Ukrainiens, comme les Français, sont interrogés. On nous précise pour les taux qu'il y a 24% chez VTB. Donc, voilà, ouvrez un compte chez VTB, VTB sous sanction, je le rappelle, mais sur combien 24%. On n'arrête pas, on a plein de messages pour nous dire que cette personne qui vient de France amène du liquide. Et il y a même quelqu'un qui lui propose de changer ses euros en roubles si besoin à un taux bien plus attractif. J'ai son nom, je sais de qui il s'agit, il peut me contacter. Donc, vous voyez, il y a déjà des combines ici. On va créer une deuxième session quotidienne. Concernant les délivrances de visas français, de nouveau disponibles à côté du 1er avril,
précision importante. Ben voilà. Il y a une précision importante, hein, ça se fait vraiment en work in process. Certes, le consulat de France va délivrer des visas, mais l'accès au territoire français n'est pas autorisé au jour d'aujourd'hui pour raison de tourisme. Il faut toujours des raisons, sinon impérieuses, du moins importantes, pour pouvoir accéder. Le tourisme n'en fait pas partie. Mais à partir du 1er avril, non, non. Alors, on est toujours en orange, mais il n'y a plus besoin de vaccin. Par contre, il y a des restrictions pour les Alors, il y a un test PCR, mais on n'a pas besoin de vaccin. À partir du 1er avril, un Russe peut aller en France sans vaccin. Alors, peut-être pas pour du tourisme, mais il peut aller en France sans vaccin, mais avec un test PCR obligatoire. Alors, n'est-ce pas étonnant que la décision soit prise maintenant à l'heure où d'autres pays UE, au contraire, renoncent désormais à délivrer des visas aux ressortissants russes? Non, c'est une excellente nouvelle et surtout que la France donne des visas et on pousse la France en la matière. Soyons heureux que la France le fasse, même si d'autres pays aujourd'hui refusent de délivrer des visas à des Russes, qui est absolument incompréhensible. Un expatrié avec un visa de travail classique peut-il vendre son appartement? Non. Eh bien, nous n'avons plus d'autres questions. Voilà, on a lu toutes les questions, donc on va faire un Zoom un tout petit peu plus court que d'habitude, c'est très bien. Je vous rappelle notre rendez-vous à 19h sur la Mare Oseïka pour les Français qui sont à Moscou, en compagnie de l'ambassadeur. Pavel, tu as des annonces? Oui, alors on a eu un certain nombre de demandes auxquelles nous répondons. Concernant la mise à disposition de liens, aujourd'hui vous avez pas mal de liens fort pratiques et utiles qui sont désormais disponibles sur notre site. Le premier, c'est la fiche synthétique de la douane française de la Direction générale des entreprises concernant les formalités douanières, et ensuite les pages explicatives de la Commission européenne sous forme de FAQ, de questions-réponses, avec une section sur le commerce et la douane. Des précisions et sont notamment données sur la notion d'article pour les restrictions à l'exportation, parce qu'effectivement, les sanctions touchent un certain nombre d'articles, notamment dans le domaine du luxe. Voilà, donc nous vous rappelons l'existence, vous connaissez l'une et l'autre, de notre hotline et de notre fil Telegram. Enfin, retrouvons-nous jusqu'à la fin de cette semaine, jusqu'à vendredi inclus, à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Nous sommes toujours à l'heure d'été. Tenez bon et à très vite. Merci d'être avec nous. Merci. Et vous voyez, on a un petit message qui nous dit merci pour votre quotidienne, tenez bon. On a repris ta formule, Pavel, nous tenons bon, mais tenez bon aussi. On nous dit aussi que c'est très intéressant, on fait même du bien psychologiquement. On en est ravis parce que ça nous fait du bien aussi psychologiquement de vous parler, ça nous rassure. Et vous envoyez plein de messages pour nous remercier. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. À ce soir pour certains. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci. Au revoir.